Un docteur change par erreur les médicaments d'un patient dans le coma, mais ce qui se passe ensuite le laisse sous le choc. La chambre d'hôpital était froide, seul le bruit des machines rompait le silence. Bip, bip. Et c'est ce bruit qui maintenait Lucie debout. Elle était assise à côté du lit, les yeux rivés sur le visage de son fils. Andrew, âgé de seulement 23 ans, était allongé là, immobile, les yeux fermés et la peau pâle. Des tubes sortaient de son nez, de son bras, de sa poitrine. Son corps semblait endormi, mais ce n'était pas un sommeil normal, c'était un coma, un endroit sombre où personne ne pouvait entrer. Lucie lui serra la main avec force, comme si la chaleur de son toucher pouvait le ramener. « Je suis là, mon fils. Maman est là », murmura-t-elle, sans savoir s'il pouvait l'entendre, mais sentant qu'elle devait parler. Ses yeux étaient gonflés et fatigués. Elle n'avait pas dormi depuis 2 jours, n'avait pas bien mangé, ne voulait pas bouger de là, même pour une seconde. Autour d'elle, les infirmières marchaient en silence. Les médecins allaient et venaient, un bloc-notes à la main. Personne ne parlait fort. C'était comme si tout l'hôpital respectait cette douleur. L'unité de soins intensifs était remplie d'attentes, de doutes, d'espoirs cachés. Lucie passa ses doigts dans ses cheveux, lissa le drap, essuya sa bouche avec un chiffon humide. « Tu vas revenir, mon amour, tu vas revenir, je le sais. » Et quand sa voix la lâcha, elle ferma simplement les yeux et laissa les larmes couler lentement, sans pleurer, sans désespoir, juste de la tristesse. Pendant un moment, elle posa sa tête sur le lit et écouta le bruit de la machine. Bip, bip, bip. Chaque son était comme un souffle de vie. Elle s'accrochait à ça, à ce bruit froid, qui disait en quelque sorte que son cœur battait encore. Il était difficile de croire qu'il y a 2 jours, tout allait bien. Il avait quitté la maison en souriant, et maintenant il était là, entre la vie et quelque chose que personne ne peut expliquer. Lucie ne savait plus quoi ressentir. C'était de la peur, c'était de la douleur, c'était de l'amour qui lui serrait la poitrine. C'était comme si le monde s'était arrêté dans cette chambre. Soudain, elle se pencha. Elle approcha sa bouche de son oreille et dit d'une voix tremblante « Ne me quitte pas, mon fils, s'il te plaît, ne me quitte pas. » Après ça, elle est restée silencieuse. Elle est juste restée là, à lui tenir la main, attendant un signe, n'importe quoi. Et même s'il n'y avait aucune réponse, elle n'a pas lâché sa main, parce qu'à ce moment-là, c'était tout ce qu'elle pouvait faire. Le lendemain, le soleil se levait à peine. Le ciel était gris, comme s'il savait la douleur qui allait arriver. Lucie était toujours au même endroit que la veille, assise sur la chaise à côté du lit de son fils, le dos voûté, le visage fatigué et l'âme brisée. Elle ne pouvait détacher ses yeux d'Andrew, qui restait immobile, prisonnier de ce silence infini. Son téléphone portable, oublié dans la poche de son manteau, se mit à sonner. Le son a tranché le silence comme un couteau. Elle a sursauté, a mis sa main sur sa poitrine et a mis quelques secondes à répondre. Son cœur était serré, battant vite. Elle sentait que quelque chose de mauvais allait arriver. Elle a répondu d'une voix basse, presque un murmure. « Allô ?» À l'autre bout du fil, une voix grave, trop calme pour le moment, dit « Madame Lucie, ici l'hôpital Santa Clara. Vous n'êtes pas venue depuis 3 jours. On doit vous parler de Monsieur Ramon. » Lucie se figea, le corps raide. Elle eut le souffle coupé. Que s'était-il passé? Dites-moi tout de suite. La voix répondit sans détour. Malheureusement, il n'a pas survécu à l'opération. On a fait tout ce qu'on pouvait, mais son cœur était trop faible. Lucie n'entendait plus rien. Le téléphone lui échappa des mains et tomba sur le sol. Ses yeux se remplirent instantanément de larmes. Un cri voulait s'échapper de sa poitrine, mais elle n'y parvenait pas. Elle tomba simplement à genoux, là, sur le sol froid de la pièce, serra ses jambes contre elle et pleura comme une petite fille. Non, non, mon Dieu, non. En moins d'1 journée, sa vie s'était effondrée. Son mari, l'amour de sa vie, était parti, et son fils était toujours entre la vie et la mort. C'était comme un cauchemar dont elle ne pouvait pas se réveiller. Une infirmière se précipita lorsqu'elle entendit le bruit. « Madame Lucie, ça va? Que s'est-il passé ?» Lucie ne pouvait pas répondre. Elle secoua simplement la tête, le visage caché dans ses mains, et murmura « Ramon, il est parti, il est parti. » L'infirmière s'agenouilla à côté d'elle, posa sa main sur son épaule et tenta de la réconforter. Mais que dire à une femme qui a tout perdu en quelques jours? Lucie pleura comme elle n'avait jamais pleuré de sa vie. Elle ne savait pas quoi faire ni quoi ressentir. C'était trop de douleur pour un seul cœur. C'était comme si le monde s'était effondré sur elle. Elle regarda à nouveau son fils, se leva péniblement, s'approcha du lit, lui reprit la main et la serra. « Maintenant, il n'y a plus que toi et moi, mon fils. Juste toi et moi. Tu ne peux pas me quitter toi aussi. Tu ne peux pas. »
et elle resta là, à côté de lui, le corps fatigué, le visage couvert de larmes et l'âme brisée. La douleur était si grande qu'elle semblait trop forte pour que son corps puisse la supporter, et le silence dans la pièce, déjà pesant, devint encore plus triste. C'était comme si la vie avait décidé de s'arrêter, et tout ce qui restait à Lucie, c'était de rester là, à aimer de toutes les forces qui lui restaient. Les funérailles furent simples, avec peu de monde, des visages familiers, mais tous les yeux baissés, ne sachant pas quoi dire. Lucie se tenait là, à côté du cercueil, comme si elle n'était pas elle-même, son corps présent, ferme, immobile, mais son âme absente. Son âme était restée à l'hôpital, auprès d'Andrew, qui luttait toujours pour sa vie. Elle ne pleurait pas, ses yeux étaient secs. C'était comme si ses larmes s'étaient taries à l'intérieur. Les embrassades de ses proches lui semblaient répétitives. Tout passait à côté d'elle comme si ça n'avait aucun sens. Rien n'avait de sens, elle se disait simplement « Mon mari est mort, mon fils sera peut-être le prochain, et je ne ressens rien. » Le prêtre a dit de belles paroles. Il a parlé de paix, de repos et de foi, mais Lucie n'écoutait presque pas. Le son était étouffé, lointain. Elle fixait le cercueil, sombre et fermé, avec le nom de Ramon gravé sur une petite plaque métallique. Et elle pensait « Mon fils n'a même pas pu lui dire au revoir, il n'a pas eu le temps de lui dire au revoir. » Les jours se confondaient. L'accident d'Andrew, l'appel de l'hôpital, la mort de Ramon. Tout s'était passé si vite que son cœur n'avait pas pu suivre. C'était comme vivre un cauchemar dont on veut se réveiller, mais sans jamais y parvenir. Après les funérailles, ils rentrèrent chez eux. La maison était vide, le silence cruel. Les photos de famille étaient toujours sur l'étagère, la tasse de café de Ramon dans l'évier, son manteau accroché derrière la porte. Lucie regarda tout cela et sentit une boule dans sa gorge, mais même alors, elle ne pleura pas. Elle s'est assise sur le canapé, a regardé le sol et a réfléchi à ce qui lui faisait le plus mal. C'est elle qui a appelé Andrew cette nuit-là. Elle s'en souvenait comme si c'était hier. Sa voix au téléphone. « Fiston, ton père est à l'hôpital. C'est grave. Il a de nouveau mal à la poitrine. Viens le voir. C'est peut-être la dernière fois, s'il te plaît. » Andrew a hésité. Il a dit qu'il pleuvait beaucoup, qu'il était fatigué après le boulot, mais elle a insisté. « Il sera content de te voir. Viens, mon fils, juste pour un petit moment. Tu n'auras peut-être pas d'autre occasion. » Et il est parti, a pris la voiture sous la pluie et n'est pas arrivé à temps. Lucie a couvert son visage de ses mains, a fermé les yeux et a murmuré « C'était ma faute, c'est moi qui l'ai appelé. C'était moi. » C'est la phrase qu'elle se répétait jour et nuit, comme une punition, comme un couteau. Elle retourna à l'hôpital peu après. Elle s'assit sur la même chaise à côté de son fils, lui prit la main et lui parla doucement. « Je suis désolée, mon amour. Si seulement je ne t'avais pas appelé, si seulement je t'avais laissé te reposer. » Mais Andrew ne répondit pas. Seule la machine faisait ce bruit. Bip, bip, bip. Lucie était toujours là, désormais sans son mari, sans son fils conscient, sans terre sous ses pieds, mais elle ne lâchait pas sa main pour rien au monde, car c'était la seule chose qui lui restait. C'était l'aube, une de ces aubes silencieuses où même l'horloge semble ralentir. L'hôpital était presque complètement plongé dans l'obscurité, seules quelques lumières froides éclairaient les couloirs. Le docteur Mateo Herrera, avec ses cernes sous les yeux et la tête lourde, terminait une nouvelle fois l'une des nombreuses gardes qu'il avait accumulées. Il avait récemment été transféré à l'hôpital de Guadalajara. Avec peu de médecins dans l'équipe, il travaillait sans arrêt, avec peu de repos et presque pas de tranquillité. Cette nuit-là, il est allé dans la salle informatique pour mettre à jour les dossiers des patients. Il tenait une tasse de café froid dans sa main et essayait de garder les yeux ouverts. Le système hospitalier était ancien, rempli d'onglets, de noms similaires et exigeait une attention redoublée. Il s'assit, tapa le mot de passe, ouvrit le dossier ou crut l'avoir ouvert, regarda les données, vit le nom Andrew, mais ne remarqua pas qu'il s'agissait du patient de la chambre voisine. La différence n'était que d'un chiffre. Il a mis à jour le traitement, cliqué sur « Confirmer » sans vérifier et n'a même pas réalisé qu'il modifiait le traitement d'une personne qu'il n'aurait pas dû. De l'autre côté du couloir, l'infirmière Elena finissait de ranger les médicaments. Elle travaillait là depuis des années. Elle connaissait presque tous les patients et leurs détails. Lorsque la nouvelle ordonnance est arrivée sur l'ordinateur, elle a froncé les sourcils. Quelque chose ne semblait pas normal. Andrew était dans le coma. Ce médicament n'était pas le même que celui prescrit auparavant. « Docteur Mateo, j'ai reçu les médicaments d'aujourd'hui. » Elle lui a demandé, le papier à la main, en se précipitant dans son bureau. Mateo avait la tête baissée et se massait les tempes. Il a lentement levé les yeux, la voix fatiguée, et l'a interrompu. «
Oui, oui, tout va bien. Suivez simplement le nouveau protocole, s'il vous plaît. Elena resta là un instant, le regardant puis regardant le papier. Elle voulait discuter, elle voulait demander à nouveau, mais le ton du médecin était ferme et il se levait déjà, ajustant sa blouse. Le cœur lourd, elle acquiesça. Elle retourna à son poste, administra le nouveau médicament au patient par intraveineuse et enregistra tout dans le système. Lucie dormait dans le fauteuil de la chambre de son fils et ne remarqua même pas l'infirmière, la tête posée sur le bord du lit et la main toujours agrippée à la sienne. Tout semblait pareil, les machines, les bruits, l'odeur de l'hôpital. Tôt le matin, le soleil n'était pas encore fort. La plupart des lumières étaient encore éteintes. Lucie marchait lentement, à petits pas, les yeux cernés par le manque de sommeil. Chaque pas semblait plus difficile que le précédent. Son corps lui faisait mal, mais son âme lui faisait encore plus mal. Elle entra dans la petite chapelle au bout du couloir. C'était un endroit simple, avec des bancs en bois usé, une croix au mur et quelques bougies allumées. Il n'y avait personne, seulement le silence. Un silence différent de celui de la chambre d'hôpital. Ici, il semblait plus paisible, plus intime, comme si Dieu écoutait. Lucie s'agenouilla sur le premier banc, baissa la tête et pleura. Ses mains tremblaient, sa poitrine était lourde et les mots sortaient doucement, entrecoupés de sanglots. « Dieu, je ne sais plus quoi faire. Je n'ai plus de force. » Ramon est parti. Et maintenant, Andrew est allongé là, sans me regarder, sans dire un mot. Elle ferma les yeux, serra les poings comme si ça pouvait l'aider à supporter la douleur. Je ne demande pas grand-chose. Je ne demande pas la richesse ou quoi que ce soit d'important. Je demande juste une chance, une seule. Laisse-le revenir, même si ce n'est que pour un instant. Juste pour entendre sa voix, le voir ouvrir les yeux, le sentir m'appeler maman une fois de plus. Les larmes coulaient sans arrêt sur son visage. Lucie ne criait pas. C'était un sanglot doux, celui de quelqu'un qui avait tellement pleuré qu'il ne savait plus que demander en silence. Elle regarda la croix accrochée au mur de ses yeux rouges et fatiguée et dit d'une voix faible « S'il ne revient pas, prenez-moi à sa place. Je prendrai sa place. Je donnerai ma vie. Mais ne laissez pas mon fils comme ça, coincé dans ce corps, sans âme, sans couleur, sans rien. » La bougie la plus proche vacilla sous l'effet d'un coup de vent qui entra par la fenêtre. Lucie le vit, prit une profonde inspiration et baissa à nouveau la tête. Elle resta là longtemps, elle ne savait pas combien de temps. Elle savait seulement que pendant un instant, son cœur s'était adressé à Dieu comme il ne l'avait jamais fait auparavant. C'était de la douleur, c'était du désir, c'était l'amour d'une mère, celui qui ne connaît aucune limite. Quand elle quitta la chapelle, son visage était encore humide, mais quelque chose avait changé dans son regard. Ce n'était pas de l'espoir, c'était de la résignation. Lucie ne contrôlait plus rien. Elle ne pouvait qu'aimer, prier et attendre comme seule une mère sait attendre. 2 jours s'étaient écoulés depuis que Lucie s'était agenouillée dans la chapelle, le cœur brisé, demandant à Dieu un signe. Depuis, tout semblait pareil. Les machines continuaient à faire le même bruit. Le visage d'Andrew, toujours pâle, restait immobile. Les médecins parlaient peu. Le silence n'avait pas changé. Mais ce matin-là, quelque chose commença à changer. Elena, l'infirmière, faisait sa tournée comme d'habitude. Elle prit ses constantes, ajusta les couvertures, nettoya les tubes. C'était une routine qu'elle connaissait par cœur. Lorsqu'elle entra dans la chambre d'Andrew, elle regarda les moniteurs comme elle le faisait tous les jours. Mais cette fois-ci, elle fronça les sourcils. Son cœur semblait différent. « Comme c'est bizarre !» murmura-t-elle en s'approchant de la machine. Les battements étaient plus forts, plus réguliers, comme si tout à coup son cœur essayait de dire « Je suis là ». Elle se pencha près du lit et prit son pouls. Il était plus chaud. Sa peau, qui était auparavant froide et sans vie, avait maintenant une teinte rosée. Elena resta immobile pendant quelques secondes à l'observer. C'était réel, ce n'était pas son imagination. Quelque chose était en train de changer. Le docteur Matteo cria dans le couloir sans réfléchir à 2 fois. « S'il vous plaît, venez vite. » Matteo arriva rapidement, sa blouse encore à moitié ouverte. Il entra dans la chambre et vit Elena, les yeux écarquillés, pointant du doigt le moniteur. « Regardez ça !» Son rythme cardiaque est élevé et stable. Il réagit. Matteo s'approcha, regarda les chiffres, puis regarda Andrew, passant sa main sur son front comme s'il essayait de comprendre. C'était impossible, ou plutôt, c'était inattendu. « Ça n'a pas de sens », dit-il, presque sans voix. Lucie se réveilla avec le bruit. Elle dormait dans le fauteuil, comme d'habitude. Elle se leva, à moitié effrayée, et se dirigea directement vers le lit de son fils. « Que se passe-t-il ? C'est Andrew. Son état s'est-il aggravé ?»
Matteo la regarda, ne sachant pas quoi dire. Mais Elena prit la parole en premier, les yeux brillants. « Non, Madame Lucie, il va mieux. Son cœur est plus fort. » Il réagit. Lucie a mis sa main sur sa bouche, ses jambes tremblaient et elle a dû se rasseoir. « Mon Dieu, mon fils !» Elle a attrapé la main d'Andrew, l'a serré avec tendresse et, à ce moment-là, elle a juré avoir senti une légère pression sur ses doigts, comme s'il essayait de répondre. Matteo observait tout cela en silence. Quelque chose se passait, quelque chose qu'il ne pouvait même pas expliquer, mais c'était réel, vivant. Matteo ne put dormir cette nuit-là. Il faisait les 100 pas dans la petite salle des médecins. L'amélioration soudaine d'Andrew ne quittait pas son esprit. C'était une bonne chose, bien sûr, mais en même temps, c'était étrange, quelque chose n'allait pas. Le front en sueur et le cœur battant à tout rompre, il retourna dans la salle des archives. Il s'assit devant l'ordinateur, prit une profonde inspiration et commença à passer en revue tous les dossiers des derniers jours, ligne par ligne, médicament par médicament. Il était déterminé à comprendre ce qui s'était passé, et c'est là qu'il le vit. Le nom, le numéro de chambre, la date, tout était faux. « Non », murmura-t-il en portant la main à sa bouche. « J'ai interverti les chambres. » Le silence dans la pièce semblait plus pesant. Sa poitrine se serra. Matteo se pencha en arrière sur sa chaise, ferma les yeux un instant et poussa un soupir triste. Il savait ce que cela signifiait. Le changement n'était pas anodin. Le médicament qu'ils avaient donné à Andrew n'était pas adapté à son état. Ce n'était pas le protocole correct. C'était un changement grave, une erreur qui aurait pu tuer quelqu'un. La première chose à laquelle il pensa fut Lucie, son visage lorsqu'elle avait appris que son fils allait mieux, ses mains qui le tenaient avec tant d'amour. Et maintenant, cette erreur, cette négligence, quelque chose qui aurait pu coûter la vie à Andrew si ça avait mal tourné. Matteo resta là, les yeux rivés sur l'écran. Il savait qu'il devait le dire, il savait qu'il devait l'accepter. Il se leva, redressa sa blouse et traversa les couloirs de l'hôpital d'un pas assuré, mais le cœur brisé. Il entra dans le bureau du directeur médical, frappa à la porte et alla droit au but. « Je dois signaler une erreur que j'ai commise. J'ai confondu les médicaments d'un patient dans le coma et je lui ai administré le protocole destiné à une autre chambre. » Le directeur de l'hôpital le regarda sérieusement, sans rien dire dans un premier temps. Puis il nota tout et lui demanda des détails. Matteo expliqua tout, sans rien cacher et sans chercher d'excuses. « J'étais fatigué, oui, mais cela ne m'exonère pas de ma responsabilité. C'était mon erreur, et j'en accepte les conséquences. » En sortant du bureau, il sentit ses jambes trembler. Il s'assit sur un banc dans le couloir, se passa les mains sur le visage et resta là en silence, la tête pleine, le cœur lourd. Même si cette erreur avait entraîné une amélioration, c'était quand même une erreur, et il le savait. Le lendemain matin, tout semblait pareil à l'hôpital, les mêmes couloirs, les mêmes bruits. Mais dans la chambre d'Andrew, Lucie était toujours là, comme d'habitude. Elle y était assise, le front appuyé sur le lit. Quand elle le sentit, elle crut d'abord que c'était son imagination, mais elle se leva lentement. Elle regarda la main d'Andrew et la sentit à nouveau. Une pression, faible mais réelle, comme s'il essayait lui aussi de lui saisir la main. Lucie l'a appelé, presque sans voix. « Mon fils, c'est toi ?» Son cœur s'est mis à battre très vite. Elle a appelé l'infirmière, qui est arrivée en courant. En quelques minutes, la chambre était pleine. Des médecins, des moniteurs, des visages surpris et de l'incertitude dans l'air. C'était vraiment en train de se produire. Ils ont fait des tests, vérifié ses signes vitaux, et les chiffres ont commencé à raconter une nouvelle histoire. Son cœur était plus fort et les muscles de sa main avaient fait de petits mouvements. Ce n'étaient pas des réflexes normaux, c'était autre chose, quelque chose que personne n'attendait. Ils ont appelé Matteo, qui est entré dans la pièce avec un air sérieux, le cœur battant plus vite. Quand il a vu les tests dans les mains de l'infirmière, il s'est arrêté. « C'est bon. » Elle a juste hoché la tête. « Oui, 3 fois. On a tout vérifié. » Matteo ne savait pas quoi dire. Il regarda Lucie, qui tenait toujours la main de son fils, comme si elle ne voulait jamais la lâcher. « Il revient, docteur. Je le sens, dit-elle, les larmes aux yeux. Je l'ai senti me serrer la main. » Il s'approcha du lit, prit le dossier et lut chaque ligne. Puis il regarda Andrew et parla doucement, comme si l'enfant pouvait l'entendre. « Qu'est-ce que tu essaies de me dire, hein? Que même dans l'erreur, il y a de la vie. » La pièce est devenue silencieuse. Seul le bip des machines se faisait entendre. Mais maintenant, ce son semblait différent, plus vivant, plus présent. Lucie s'est penchée, a embrassé le front de son fils et a murmuré « Maman est là, mon amour, et je sais que tu es là aussi. » Et à ce moment-là, au milieu de la douleur, au milieu du doute, une chose est devenue claire. Contre toute attente des médecins, Andrew se battait.
Et peut-être, juste peut-être, était-il vraiment en train de revenir. Matteo ne pouvait pas rester assis. Après avoir vu de ses propres yeux la petite réaction d'Andrew, il sentit quelque chose changer en lui, un mélange d'espoir et de peur. Car même si cette amélioration semblait être un miracle, il se sentait toujours coupable de son erreur. Il avait besoin de comprendre ce qui se passait. Il avait besoin de réponses. Il retourna dans la salle des archives, ouvrit le dossier complet d'Andrew et commença à tout examiner, chaque étude, chaque rapport, chaque ligne d'information. Il alluma l'ordinateur et passa en revue les anciennes et les nouvelles études. Il but du café froid, oublia de manger et perdit même la notion du temps. Il voulait découvrir ce que personne d'autre n'avait remarqué. Et c'est alors, dans un test génétique effectué quelques semaines plus tôt, bien caché dans le système, qu'il vit une donnée étrange, un marqueur inhabituel, quelque chose qui n'apparaît presque jamais, quelque chose qui était passé inaperçu de tous dans le cadre de la routine. Matteo écarquilla les yeux, agrandit l'écran et relut pour être sûr. Puis, il l'a comparé aux composants du nouveau médicament qu'il avait administré par erreur. Son cœur s'est mis à battre plus vite. « Mon Dieu !» a-t-il murmuré, presque sans voix. Ce nouveau médicament, celui qu'il avait administré en pensant qu'il était destiné à un autre patient, était exactement ce qu'il fallait pour traiter le type de problème cellulaire indiqué par ce marqueur. C'était comme si une pièce du puzzle s'était mise en place sans que personne ne l'ait prévu. Il s'est levé d'un bond. Il a commencé à faire les 100 pas. Il passa ses mains dans ses cheveux, sur son visage. Il était sous le choc. Ça ne pouvait pas être une simple coïncidence. « J'ai fait une erreur. »« Oui, mais cette erreur a sauvé le garçon, » dit-il doucement, n'y croyant toujours pas. Il courut au bureau du directeur, convoqua une réunion avec l'équipe, leur montra les études, leur expliqua tout. Ce marqueur est presque impossible à reconnaître comme dangereux, mais il affecte des fonctions cérébrales importantes. Le nouveau médicament contient une substance qui attaque justement cela sans le vouloir. Andrew avait ce problème avant l'accident et personne ne l'avait remarqué. Les médecins autour de lui restèrent silencieux pendant un moment. Puis, ils ont commencé à discuter tranquillement entre eux. C'était beaucoup d'infos, difficiles à croire, mais les études étaient là, et l'état d'Andrew s'améliorait. Que pouvait-il dire d'autre? Matteo, la voix encore cassée, a dit « C'était une erreur. » Oui, mais peut-être, juste peut-être, que cette erreur était la seule chance qu'il avait à ce moment-là. Ce n'était plus seulement de la science, c'était la vie. C'était quelque chose de plus grand que n'importe quelle explication. C'était comme si, au milieu du chaos, une main invisible avait tout guidé, même si c'était sur la mauvaise voie, même si ce n'était pas intentionnel. Et là, dans cette petite pièce remplie de papier, ce qui avait été autrefois un reproche commença à changer. C'était encore difficile à accepter, mais au fond d'eux-mêmes, un nouvel espoir naissait, et il portait le nom d'Andrew. Lucie, épuisée, tenait toujours la main d'Andrew. Elle ne savait plus si c'était le jour ou la nuit. Elle savait juste qu'elle devait être là, même s'il n'y avait pas de réponse, même s'il n'y avait aucune garantie. De temps en temps, elle fermait les yeux et se souvenait de son visage souriant. Elle se souvenait comment il l'appelait maman, sa voix dans la maison, les rires dans le salon. Tout cela semblait maintenant très loin, mais elle ne laissait pas l'espoir mourir. Cet espoir était ce qui la faisait tenir. Ce matin-là, quelque chose de différent s'est produit. Lucie nettoyait soigneusement le visage de son fils lorsqu'elle a vu quelque chose qui l'a fait s'arrêter. Ses yeux, fermés depuis plusieurs jours, étaient humides. Au début, elle a pensé que c'était son imagination. Elle a lentement approché son visage, mais non, ce n'était pas son imagination. C'était une larme qui coulait lentement, silencieusement, du coin de l'œil d'Andrew. Elle a bondi, s'est couvert la bouche de la main et a pleuré. « Andrew, mon amour, tu m'entends? Tu me sens ?» Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait sortir de sa poitrine. Elle a couru dans le couloir en criant « Infirmière, quelqu'un, venez vite, s'il vous plaît, il pleure, il pleure !» Elena a été la première à entrer. Matteo est arrivé juste derrière elle. Ils se tinrent tous les deux près du lit, regardant Andrew dans les yeux, puis, comme s'il répondait directement à l'appel de sa mère, ses doigts bougèrent. D'abord un, puis deux. De petits mouvements, mais suffisants pour tout changer. Lucie tomba à genoux à côté du lit. Elle pleura et rit en même temps. Les mains sur le visage, elle répéta sans cesse « Mon garçon est là, il est là, mon Dieu, merci, merci ». Matteo s'approcha, posa ses doigts sur le poignet du garçon, puis sur son bras. Il confirma les mouvements. Les signes étaient là. Andrew revenait. Ses sens se réveillaient lentement, comme s'il sortait d'un très long sommeil. La pièce,
qui semblait si froide auparavant, était maintenant remplie d'émotions. Même les médecins, habitués à la douleur et à la perte, avaient les larmes aux yeux. Car voir une mère retrouver son fils après tant de souffrance aurait ému n'importe qui. Lucie se pencha sur sa poitrine et lui parla doucement. « Reviens, mon fils, reviens vers moi. Maman est là et elle sera toujours avec toi. » L'atmosphère de l'hôpital avait changé. C'était comme si l'air était plus léger. Les infirmières marchaient dans les couloirs en chuchotant. Les médecins se regardaient discrètement et même les patients sentaient que quelque chose de différent s'était produit. L'histoire d'Andrew se répandait. Tout avait commencé quand l'infirmière Elena l'avait raconté à une collègue, qui l'avait raconté à une autre, et bientôt tout le monde était au courant. Un jeune homme dans le coma avait commencé à réagir, et qui plus est, l'amélioration était survenue juste après un changement de médicament. Un changement imprévu, une erreur. Les gens parlaient à voix basse mais avec enthousiasme. Certains disaient que c'était un miracle, d'autres que c'était de la chance, mais personne ne pouvait ignorer les faits. Andrew revenait à la vie, et tout avait commencé après ce changement inattendu. Matteo marchait dans les couloirs, la tête baissée, sentant le poids sur ses épaules, et son cœur se serrait. Il était médecin, oui, mais il était aussi humain. Il savait qu'il avait fait une erreur, un mauvais clic, un moment de fatigue. Et même si le résultat avait été positif, l'erreur était toujours là. Parfois, il s'arrêtait devant la porte vitrée de la chambre d'Andrew. Il voyait Lucie à côté de son fils, lui tenant toujours la main, lui parlant doucement, lui racontant des histoires, priant. C'était beau à voir, mais ça faisait aussi mal. Car au fond de lui, Matteo se demandait « Est-ce que c'est un coup de chance ou est-ce que c'est quelque chose de plus grand ? Et si ça avait mal tourné ? Et si j'avais causé la fin et non ce nouveau départ ?» Ces pensées ne le quittaient pas. Pendant la journée au boulot, la nuit quand il allait se coucher, la culpabilité ne disparaissait pas facilement. C'était comme une voix constante qui lui disait « Tu as échoué et tu as eu de la chance. » Mais un jour, une femme de ménage l'a arrêté dans le couloir, l'a regardé gentiment, lui a pris le bras et lui a dit « Docteur, j'ai entendu ce qui est arrivé à l'enfant. Certaines personnes font des erreurs et se cachent, mais vous avez fait une erreur et vous êtes resté. Vous avez continué à prendre soin de lui et c'est peut-être Dieu qui a utilisé vos mains à ce moment-là. Qui sait, n'est-ce pas ?» Matteo n'a pas répondu. Il a juste souri un peu, mais ces mots sont restés gravés dans son esprit. Ils n'ont pas effacé sa culpabilité, mais ils lui ont apporté un peu de paix. Au fond, personne ne savait vraiment ce qui s'était réellement passé. Était-ce une erreur, un miracle ou un mélange des deux ? Mais une chose était sûre. Au milieu du chaos, de la douleur et de la peur, la vie avait décidé de revenir. Et personne ne pouvait l'expliquer, seulement le ressentir. La pièce était calme, avec une lumière douce qui venait de la fenêtre. Le bruit des machines restait constant, comme une chanson d'espoir. Lucie, comme toujours, était là, assise près du lit, peignant les cheveux de son fils avec ses doigts, lui racontant des histoires de quand il était petit, parlant du jour où il a appris à faire du vélo, de son premier but dans l'équipe de l'école. Même s'il ne répondait pas, elle parlait. Elle parlait toujours parce qu'au fond d'elle-même, elle croyait qu'il l'écoutait. Andrew, allongé, bougeait déjà un peu les doigts, clignant parfois lentement des yeux. Mais ce jour-là, quelque chose de plus fort s'est produit. Lucie lui tenait la main. C'est alors qu'elle l'a entendu, doucement, presque dans un murmure. « Bien sûr, papa. » Elle s'est figée. Les yeux écarquillés, elle est restée immobile pendant quelques secondes, puis s'est lentement approchée de lui, les larmes commençant à couler. « Tu m'as parlé ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Redis-le, mon amour, redis-le, s'il te plaît. » Et avec effort, il répéta « Papa. » C'est alors que Lucie sentit le sol disparaître sous ses pieds. Elle tomba à genoux à côté du lit et pleura comme jamais auparavant. C'était un cri fort, réel, le genre de cri qui vient de l'âme. Lucie serra le bras de son fils dans ses bras, embrassa sa main 1000 fois et dit entre deux sanglots « Mon fils, mon garçon, tu es revenu vers moi. » La porte de la chambre était entr'ouverte et les médecins qui passaient l'entendirent. Elena se précipita la première. Matteo arriva immédiatement. Quand ils ont vu Lucie par terre serrant son fils dans ses bras, ils ont compris ce qui s'était passé. Ils n'ont rien dit, ils ont juste regardé. Andrew a essayé d'ouvrir les yeux plus grands. Il était faible, oui, mais il était là, il revenait. Elena, les yeux remplis de larmes, a posé sa main sur l'épaule de Matteo et a murmuré « Il a parlé, docteur ?» Il a parlé. Matteo ne pouvait pas contenir son émotion. Il s'est approché du lit, a regardé le garçon et a dit d'une voix brisée « Bon retour parmi nous, Andrew. »
Il est resté là, silencieux, à regarder cette scène d'amour pur. Une mère qui n'a jamais abandonné, un fils qui s'est battu en silence, une chambre d'hôpital où, pour la première fois depuis longtemps, on pouvait entendre autre chose que des bips. C'était la vie qui reprenait ses droits, et l'émotion et l'excitation envahirent l'hôpital. Mais malgré tout, Matteo passa la nuit sans dormir. Le directeur de l'hôpital avait prévu une réunion avec lui le lendemain, et il passa la nuit assis sur le bord du lit dans les quartiers des médecins, le rapport imprimé entre les mains, le regard perdu. Il savait ce qu'il devait faire. Même si Andrew allait mieux, même si tout le monde disait qu'il avait sauvé une vie, la vérité restait la même. Il était un médecin en qui on ne pouvait pas avoir confiance, un médecin qui faisait des erreurs. Le lendemain matin, il enfila calmement sa blouse, se coiffa et se rendit au bureau du directeur d'un pas assuré, mais le cœur battant à tout rompre. Il tenait le rapport entre ses mains, chaque ligne écrite avec sincérité. Tout y était. La confusion des dossiers, la confusion des chambres, l'administration du mauvais médicament, tout. Il frappa à la porte, entra et tendit le document. « Tout y est, dit-il à voix basse. J'ai commis une erreur. Je sais qu'il va mieux, mais ça ne change rien à ce qui s'est passé. J'accepte les conséquences, quelles qu'elles soient. » Le directeur de l'hôpital, un homme âgé et expérimenté, lut le rapport en silence. Après quelques minutes, il leva les yeux et dit d'un ton ferme « Docteur Matteo, on apprécie votre honnêteté et le fait que vous ayez signalé votre erreur dès qu'elle s'est produite. Hier, on a tout analysé, chaque facteur, l'amélioration de l'état du patient, votre découverte de la maladie, mais c'est grave. Une erreur comme celle-ci dans votre position. Je ne peux pas faire grand-chose. On va porter l'affaire devant le comité d'éthique. En attendant, vous êtes suspendu. » Matteo se contenta d'acquiescer. Il n'essaya pas de discuter, il ne demanda pas qu'on le comprenne, il quitta simplement le bureau, le cœur lourd mais la conscience tranquille. Mais la nouvelle ne resta pas entre ses murs. Quelqu'un en parla à quelqu'un d'autre. Une rumeur est devenue un sujet de conversation, et bientôt la presse était à la porte de l'hôpital. Un journaliste a parlé à un employé qui en a parlé à un autre, et en un rien de temps, l'histoire était partout sur Internet, sur les réseaux sociaux, dans les émissions de télévision. Le médecin qui avait sauvé par erreur. Certains ont parlé de miracle, d'autres d'irresponsabilité. Mais personne n'a ignoré ce qui s'était passé. Un jeune homme dans le coma était vivant, parlait, bougeait grâce à un mauvais médicament. Les caméras ont commencé à apparaître. Les gens laissaient des lettres à l'entrée de l'hôpital. Certains le critiquaient, d'autres le remerciaient. Ils disaient qu'il était humain et que seuls ceux qui n'avaient jamais commis d'erreur pouvaient le juger. Matteo, chez lui, loin de l'hôpital, observait tout de loin. Il ne donnait pas d'interview, il ne cherchait pas d'excuses. Il regardait simplement les informations et pensait aux larmes d'Andrew et de Lucy. Il pensait à tout ce qu'il avait failli perdre et à ce qu'il avait retrouvé. Même s'il était suspendu, même s'il était isolé, il savait. Il avait fait ce qu'il fallait en disant la vérité. Et même si le monde le jugeait, il préférait vivre avec le poids de la culpabilité plutôt qu'avec un mensonge caché dans son cœur. Lucy était assise sur un banc en bois dans le jardin de l'hôpital, les yeux fixés sur les fleurs. Andrew, bien qu'encore faible, pouvait désormais ouvrir les yeux, reconnaître les voix et bouger ses bras avec plus de force. C'était comme si elle voyait son fils naître à nouveau. Et tout ça n'avait été possible qu'à cause d'une erreur. Une erreur qui, aussi incroyable que cela puisse paraître, lui avait sauvé la vie. Ces derniers jours, Lucy avait entendu les murmures. Des gens critiquaient le médecin, le jugeaient, le montraient du doigt, comme si Matteo n'était que le résultat de son erreur. Et non pas l'homme qui passait des nuits blanches à pleurer, à s'occuper de lui, à affronter son échec avec courage. Lorsque les journalistes sont arrivés, ils lui ont demandé de dire quelques mots. Au début, elle a hésité. Mais ensuite, elle a regardé son fils endormi dans la chambre et a compris qu'elle devait parler pour lui et pour ceux qui le méritaient. Elle s'est assise devant la caméra, a lissé ses cheveux et a pris une profonde inspiration. Le journaliste lui a posé la question suivante. « Avez-vous quelque chose à dire au sujet du docteur Matteo, le médecin qui a administré le mauvais médicament ?» Lucy n'a pas réfléchi à deux fois, a regardé droit dans l'objectif et a répondu d'une voix ferme. « Oui, j'ai quelque chose à dire. Je veux dire que c'est lui qui a sauvé mon fils. » Le journaliste était surpris. Malgré l'erreur, Lucy a hoché la tête et ses yeux se sont remplis de larmes. Même comme ça, c'est à travers cette erreur que Dieu a utilisé ses mains parce qu'il aurait pu la cacher, il aurait pu s'enfuir, mais il ne l'a pas fait. Il est resté, il a tout affronté, il était à nos côtés. C'est lui qui venait tous les jours dans la chambre pour voir si mon enfant réagissait.
C'est lui qui m'a regardé avec le cœur sur la main, demandant pardon, même quand ce n'était pas nécessaire. Elle a fait une pause, a essuyé ses larmes avec le mouchoir qu'elle avait toujours dans sa poche et a continué. Ça ne s'appelle pas une erreur, ça s'appelle de l'humanité, ça s'appelle du dévouement, ça s'appelle de l'amour pour ce que l'on fait. Je n'ai jamais vu un médecin aussi humain de toute ma vie. Et si Andrew respire aujourd'hui, bouge ses mains, prononce des mots, c'est parce que cet homme n'a pas abandonné, ni lui, ni la vérité. La vidéo a été diffusée le jour même. Elle est devenue virale. Des gens de tout le pays l'ont partagée, ont envoyé des messages, écrit des lettres. Beaucoup vont commencer à voir Matteo sous un autre jour. Comme un vrai mec qui est tombé mais qui s'est relevé, qui a échoué mais qui a eu le courage de l'accepter et qui, surtout, a fait ce que n'importe quel être humain ferait par amour. Essayer de réparer les choses avec son cœur. Et à ce moment-là, avec les mots de Lucie qui résonnaient partout, l'erreur est devenue autre chose. Elle est devenue espoir. Elle est devenue pardon. Elle est devenue foi. Les jours ont passé et Matteo est resté loin de l'hôpital. Il ne portait plus son blues, n'entrait plus dans les salles, restant chez lui, essayant tranquillement de gérer tout ce qui s'était passé. C'était un après-midi nuageux lorsqu'il entendit sonner à la porte. Lorsqu'il ouvrit, il trouva un facteur tenant un grand carton dans ses mains. « Docteur Matteo » demanda l'homme. « Oui, c'est moi, c'est pour vous. Il y en aura d'autres qui arriveront dans les prochains jours. » Matteo le remercia et emporta la boîte sur la table du salon. Il l'ouvrit avec précaution, pensant qu'il s'agissait de matériel hospitalier. Mais lorsqu'il retira le couvercle, il vit ce qu'elle contenait réellement. Des lettres, des dizaines de lettres, toutes écrites à la main, dans des enveloppes de différentes couleurs, certaines avec une écriture tremblante, d'autres bien écrites, certaines avec des dessins, d'autres avec de simples mots. Il prit la première et la lut à haute voix. « Je m'appelle Martha. Mon mari est mort à l'hôpital il y a 3 ans. Je n'ai jamais eu le courage de remercier les médecins qui ont tout essayé. Vous m'avez rappelé que toutes les erreurs ne sont pas une fin en soi. Merci d'être humain. » Il en prit une autre. « Je suis le père d'un enfant qui est dans le coma depuis 2 mois. Après avoir entendu votre histoire, je suis retourné voir mon fils tous les jours. Maintenant, je lui tiens la main comme l'a fait Madame Lucie. J'ai retrouvé l'espoir. Merci. » Et encore une autre. « Docteur Matteo, je ne suis qu'une grand-mère qui a vu son petit-fils partir, mais quand j'ai entendu votre histoire, j'ai senti que la douleur pouvait devenir une force. Vous m'avez fait pleurer, mais vous m'avez aussi redonné foi en la vie. » Matteo porta ses mains à son visage, les yeux remplis de larmes, et il pleura. Il pleura avec un cœur pur, comme quelqu'un qui se libère d'un poids après une longue période. Il passa le reste de l'après-midi à les lire une par une. Des lettres de mère, de père, d'enfants, des lettres de gens ordinaires, de gens qui avaient souffert, de gens qui avaient mal au cœur, mais qui trouvaient maintenant du réconfort dans ces mots. Certaines étaient accompagnées de photos, d'autres de dessins d'enfants, disant « Merci docteur ». Il les a toutes conservées précieusement. Il en a lu certaines plus d'une fois, et à chaque nouvelle lettre, la culpabilité qu'il ressentait a fait place à autre chose, la gratitude. Non pas parce qu'il avait tout fait correctement, mais parce que malgré son erreur, il avait réussi à toucher le cœur des gens. Ce soir-là, avant de se coucher, Matteo a laissé la boîte à côté de son lit. Il a sorti une petite lettre écrite par une fillette de 9 ans. Elle disait simplement « Mon frère est mort, mais maintenant je sais que vous avez bien pris soin de lui. Tu as fait ça pour un autre enfant, et je voulais te serrer dans mes bras. » Matteo serra le papier contre sa poitrine, ferma les yeux et pleura en silence. Il n'était plus seulement un médecin. Il était quelqu'un qui, même s'il était tombé, aidait les autres à se relever. Andrew pouvait désormais s'asseoir dans son lit à l'aide d'oreillers. Il était plus alerte, ses yeux étaient plus vifs, mais sa voix était encore faible, comme si chaque mot lui coûtait un petit effort. Lucie ne le quittait jamais. C'était elle qui l'aidait à arranger les oreillers, lui donnait de l'eau avec une cuillère, lui peignait les cheveux avec ses doigts, mais maintenant, il voulait parler. Il voulait lui raconter ce qu'il avait vécu pendant cette période où tout le monde pensait qu'il ne ressentait rien. C'était un après-midi tranquille. Ils étaient seuls dans la chambre. Lucie lui caressait la main quand Andrew, fixant le plafond, a parlé lentement. « Maman, je ne dormais pas. J'étais coincé. » Lucie se tourna vers lui, surprise. « Comment ça, mon amour ?» Il fit une pause, prit une grande inspiration et continua. « Je pouvais entendre ta voix tout le temps, prier, pleurer, dire que tu m'aimais. Je pouvais t'entendre, mais je ne pouvais pas répondre. Je voulais tellement le faire, mais mon corps ne me le permettait pas. C'était comme si je criais à l'intérieur, mais personne ne pouvait m'entendre.
Lucie lui serra la main très fort, essayant de ne pas pleurer. Je sentais ta main dans la mienne. Je sentais ton odeur, ton souffle. Parfois, je pensais que j'allais pouvoir ouvrir les yeux, mais mon corps ne répondait pas. C'était comme être dans un tunnel sombre, sans issue, sans aucun bruit. Seuls tes murmures m'atteignaient, et même si tu ne pouvais pas m'entendre, tu es resté, tu n'es jamais parti. Des larmes coulaient lentement sur les joues de Lucie. Elle se pencha, embrassa son front et murmura « Je savais que tu étais là. » Au fond de moi, je le savais. Andrew ferma les yeux un instant, comme s'il revivait tout cela. À un moment donné, j'ai failli abandonner. J'avais l'impression de mourir à l'intérieur, mais ensuite je t'ai entendu dire « Reviens vers moi, mon fils, juste pour un petit moment. » Et ça m'est resté en tête, ça m'a donné envie de revenir. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'était comme une lumière qui s'allumait dans l'obscurité. Il fit une pause, les yeux remplis de larmes. C'était comme être piégé dans un cadavre. « Maman, seul ton amour m'a ramené. Rien que ça. » Lucie s'appuya contre sa poitrine et pleura silencieusement, sentant le cœur de son fils battre fort. Quelques jours plus tard, Andrew put se lever avec de l'aide. Les médecins ont dit qu'il se remettait bien, mais chaque pas était un combat. Lucie était toujours à ses côtés, le tenant par la taille, lui donnant de la force avec son regard. Au début, le simple fait de bouger ses jambes était une raison de se réjouir. Mais ensuite, quand il a commencé à essayer de marcher tout seul, les difficultés sont devenues plus grandes. Pendant une de ses séances de kiné, Andrew a fait 2 pas et s'est soudainement arrêté. Sa main est allée directement vers sa hanche. Il a fermé les yeux très fort. La douleur était si intense qu'il a failli tomber. Le kinésithérapeute s'est précipité pour le soutenir, mais il a refusé son aide, respirant bruyamment. « Ça fait mal ?» lui a demandé le pro avec précaution. Andrew a juste secoué la tête. Puis il a regardé Lucie, qui venait déjà vers lui, inquiète. « C'était du même côté », a-t-il dit, presque dans un murmure. Lucie s'est approchée de lui a touché l'épaule, essayant de comprendre. « Quoi, mon fils ?» Il baissa la tête, les yeux remplis de larmes. « Dans l'accident, c'est ce côté-là qui a heurté le tableau de bord. Maintenant, je m'en souviens. Je me souviens du bruit de la collision, le verre qui se brise, la douleur dans ma hanche. J'ai été éjecté de la voiture, maman. Tout s'est passé si vite, mais cette douleur m'a fait tout rappeler. » Lucie le serra fort dans ses bras, retenant ses larmes. Il posa sa tête sur son épaule, tremblant. C'était comme si son corps guérissait, mais que son esprit était toujours blessé. Dans les jours qui suivirent, la douleur physique continua, mais elle était maintenant accompagnée d'images. Andrew faisait des cauchemars, se réveillant en sueur, à bout de souffle. Il disait des choses qui n'avaient aucun sens. Il parlait du camion, de la pluie, du bruit du téléphone portable qui vibrait sur le siège de la voiture. Tout lui revenait comme si ça s'était passé la veille. Au cours d'un des exercices, il s'est arrêté au milieu du couloir et a dit avec colère « Pourquoi moi ? Je pourrais être en bonne santé maintenant. Maintenant, je suis inutile. » La rééducation n'était pas seulement pour le corps, mais aussi pour l'âme. Et chaque souvenir qui revenait était comme une épine qu'il fallait retirer petit à petit. Mais même s'il boitait, même si son cœur était lourd, il continuait d'essayer. Plus tard, Andrew était assis sur la terrasse de l'hôpital, une couverture sur les jambes, le regard perdu dans la bruine qui tombait. L'odeur de la terre humide lui procurait une sensation étrange. Ce n'était pas de la paix, c'était un poids, un souvenir qui revenait chaque fois que le ciel s'assombrissait. Il ferma les yeux et tout devint clair. C'était cette nuit-là. Il pleuvait fort. Les vitres de la voiture étaient embuées. Les essuie-glaces fonctionnaient à peine. Son cœur battait à toute vitesse. Ses mains étaient moites sur le volant. Sa mère avait appelé quelques heures plus tôt, bouleversée. « Andrew, ton père ne va pas bien. Viens, mon fils. Il a mal à la poitrine. Il a besoin de te voir. » Même s'il était fatigué après le boulot, même si le ciel tombait dehors, il n'a pas hésité. « J'arrive, maman. Attends-moi. » Il se souvenait du chemin. Les lampadaires flous, sa mère qui l'appelait plusieurs fois, lui demandant pourquoi il mettait autant de temps, le bruit des klaxons quand il vit le camion griller le feu rouge à la dernière seconde. Il n'y avait pas de temps à perdre. Le choc, le verre qui volait en éclats, son corps projeté avec force, l'obscurité. Il rouvrit les yeux sur la terrasse, les mains tremblantes, et avec le souvenir vinrent la douleur dans sa hanche et la boule dans sa gorge. Plus tard, dans la chambre, pendant que Lucie pliait les vêtements de son fils, il a senti une douleur dans la poitrine. Il a attendu que l'infirmière parte, puis a regardé Lucie droit dans les yeux. « C'était toi. » Elle s'est arrêtée, le pyjama à la main. Elle est restée silencieuse. « C'est toi qui m'as poussé à sortir ce soir-là ?» Lucie a baissé la tête. Son visage était déjà couvert de larmes.
Elle a essayé de s'expliquer. « Je voulais juste que tu vois ton père. Il était en mauvais état. Les médecins ont dit qu'il ne survivrait peut-être pas à l'opération, mais il devait de la faire car c'était sa seule chance. Je pensais que te voir l'aiderait, mais Andrew s'est levé du lit avec colère, même s'il boitait. À cause de toi, je n'ai pas dit au revoir à mon père. À cause de toi, j'ai failli mourir. Je ne voulais pas sortir, mais tu m'as supplié. Tu m'as poussé à le faire. » Lucy a couvert son visage de ses mains et a quitté la pièce en pleurant. Pour la première fois, la douleur entre eux n'était plus le coma, c'était le silence. Un silence rempli d'une tristesse plus douloureuse que n'importe quelle blessure. Andrew est resté seul, la poitrine serrée. Il savait qu'il avait parlé sous le coup de la colère, mais la douleur était si grande qu'il ne pouvait même pas demander pardon. C'était en fin d'après-midi, lorsque la porte de la chambre s'est ouverte lentement. Andrew était allongé sur le dos, le regard fixé au plafond, le visage triste. Depuis sa dispute avec Lucy, il n'avait pratiquement pas parlé. Il avait passé des heures en silence, repensant à tout ce qui lui était arrivé. L'accident, la douleur, la colère, combien son père lui manquait, et maintenant la culpabilité. Matteo entra lentement. Même s'il savait qu'il n'avait pas le droit d'être là parce qu'il était suspendu, il ne supportait plus d'être loin. Il avait besoin de voir Andrew, il avait besoin de lui parler. Le jeune homme tourna la tête lorsqu'il entendit le bruit de la porte, et pendant un instant, les deux se regardèrent sans rien dire, jusqu'à ce que Matteo s'approche, tire une chaise et s'assoit à côté du lit. « Tu as l'air plus fort », dit-il avec un léger sourire, la voix plus calme. Andrew a essayé de sourire, mais ses yeux ne pouvaient cacher sa douleur. Matteo a pris une profonde inspiration et a sorti quelque chose du sac à dos qu'il portait. C'était un nouveau cahier avec une couverture simple. Il l'a posé sur la table à côté du lit et a dit « Je t'ai apporté ça, un cahier vierge. Mais ce n'est pas juste du papier, c'est un espace où tu peux mettre tout ce que tu as en toi. Écris, Andrew. Écris ce que tu ressens, ce dont tu te souviens, ce qui te fait mal. Même si personne ne le lit, même si toi seul le comprends. » Andrew regarda le cahier pendant quelques secondes, puis regarda Matteo dans les yeux. « Pourquoi ? Qu'est-ce que ça changera ?» Matteo se pencha légèrement en avant, la voix ferme mais douce. « Ça te changera, ça t'ôtera ce poids que tu portes. Tu es revenu de l'au-delà. Il y a quelque chose en toi qui a besoin de sortir. Des mots, des souvenirs, des questions, même celles qui n'ont pas de réponse. Ne laisse pas tout ça pourrir dans ta poitrine. » Il fit une pause, posa sa main sur l'épaule du garçon et dit « Tu as un don que personne d'autre n'a. Tu as vu la vie d'un autre endroit. Utilise ça. Ne le gaspille pas. » Andrew baissa les yeux, toucha la couverture du cahier avec ses doigts, sentit la texture du papier et, à ce moment-là, sans dire un mot, il comprit que ce n'était pas seulement un objet, mais un nouveau départ. Matteo se leva, prêt à partir, mais avant de sortir, il se retourna et dit « La douleur ne disparaît pas, mais quand on la couche sur le papier, elle se transforme. Je crois en toi. » Et il partit, quittant la pièce en silence. Andrew resta là, à regarder le cahier. Puis il l'ouvrit à la première page, prit le stylo qui était sur la table et écrivit une seule phrase, mais c'était tout ce dont il avait besoin pour commencer. « Je suis revenu, mais j'ai laissé des morceaux de moi-même en chemin. » Les nuits étaient à nouveau longues pour Andrew, mais maintenant pour une raison différente. Ce n'était plus la douleur dans son corps ou les cauchemars qui le réveillaient. C'était maintenant le désir d'écrire, de sortir tout ce qu'il avait gardé à l'intérieur pendant les jours de coma et les jours qui avaient suivi, quand il avait l'impression que le monde entier s'écroulait sur lui. Le cahier que Matteo lui avait donné était désormais toujours à côté de son lit. Il écrivait tôt le matin, il écrivait après sa séance de kiné, il écrivait pendant que Lucy dormait dans le fauteuil, il écrivait avec colère, avec nostalgie, avec amour, il écrivait en pleurant et parfois en souriant. Il écrivait sur le moment de l'accident, sur l'odeur de la pluie, le bruit du verre qui se brisait, la sensation que son corps volait sans but. Il écrivait sur l'obscurité, sur le temps qui s'était arrêté, sur le cri qui ne sortait pas, sur la main de sa mère qui serrait la sienne quand il en avait le plus besoin. Il écrivait « J'ai entendu ta voix, même si j'étais dans le noir, maman. Je t'ai entendu prier, et même si je ne pouvais pas ouvrir les yeux, ça m'a permis de rester ici, » écrivait-il. « J'avais peur, peur de ne pas revenir, peur de revenir et de ne plus être le même, peur de te perdre sans pouvoir te dire au revoir. » Il a parlé de son père, de l'étreinte qu'il ne lui a pas donnée, de la culpabilité qui l'étouffait chaque jour. Mais il a aussi parlé de gratitude, pour l'opportunité de vivre, pour le médecin qui a commis une erreur et qui s'est rattrapé, pour sa mère qui n'a jamais lâché sa main.
Chaque page qu'il remplissait était un soulagement. Chaque mot était comme un pansement pour l'âme. Petit à petit, la douleur s'est transformée en force. La peur s'est transformée en courage. Le silence s'est transformé en voix. Et puis, le cahier est devenu plus qu'un journal intime. Il est devenu une histoire. Andrew a commencé à écrire avec plus de soin, plus de clarté, comme s'il savait déjà que cela s'adressait à un public plus large, que ce qu'il avait vécu pouvait aider d'autres personnes à aller de l'avant. Il lui donna aussi un nom. Il écrivit en gros caractères sur la première page, 30 secondes avant le miracle, car c'était ce qu'il ressentait, que dans les secondes qui précédaient la fin, quelque chose en lui avait choisi de rester, choisi de se battre, choisi d'aimer. Lucie lut chaque page, posa sa tête sur la poitrine de son fils et pleura doucement. Elle dit qu'elle se sentait guérie elle aussi, qu'elle comprenait maintenant ce qu'il ressentait, qu'elle le comprenait mieux. Et Andrew, les yeux remplis de larmes, répondit « Ce n'est que le début, maman. Il y a encore beaucoup de choses là-dedans, mais maintenant je sais comment les laisser sortir. » C'était un après-midi tranquille dans la chambre. Le soleil filtrait à travers la fenêtre et tombait doucement sur le lit d'Andrew. Il était seul avec le cahier sur ses genoux et les yeux fixés sur une page blanche. Son cœur battait fort ce jour-là. Il sentait qu'il devait écrire quelque chose de différent, quelque chose qu'il n'avait pas encore le courage d'affronter, mais qu'il ne pouvait plus repousser. Il saisit le stylo de ses mains tremblantes, prit une profonde inspiration et commença à écrire. « Papa, je sais que tu ne liras pas ça avec tes yeux, mais peut-être, qui sait, avec ton âme. Peut-être es-tu tout près, quelque part où on ne peut pas te voir, mais où on peut te sentir. Et si c'est le cas, j'ai besoin de te dire certaines choses. » Les mots sortaient lentement. Andrew écrivait entre 2 soupirs et 2 larmes. Il se souvenait de l'odeur de son père, du son de son rire dans le salon, des histoires qu'il lui racontait avant de se coucher quand il était enfant. « Pardonne-moi de ne pas être arrivé à temps, papa. Je voulais te serrer dans mes bras, te dire que je t'aimais, te tenir la main, mais je n'ai pas eu le temps, et ça me fait mal tous les jours. » Les larmes coulaient lentement. Andrew s'essuya le visage avec son bras, mais il continua à écrire. « J'y suis allé, même si j'avais peur. Même s'il pleuvait, j'y suis allé parce que je t'aimais, et j'y suis allé parce que maman me l'avait demandé. Et même si je ne t'ai pas vu pour la dernière fois, je t'ai senti avec moi. Quand j'étais entre la vie et la mort, je l'ai senti, et je sais que tu m'as aidé à revenir. » Il arrêta d'écrire, ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Puis il a ouvert le cahier et a lu tout à haute voix, la voix brisée mais pleine d'amour. Dehors, Lucie descendait le couloir avec un verre d'eau dans les mains. Entendant la voix de son fils, elle s'est arrêtée devant la porte et quand elle a entendu « Pardonne-moi de ne pas être arrivée à l'heure, papa », elle n'a plus pu faire un pas. La main qui tenait le verre tremblait. L'autre se porta directement à sa bouche alors qu'elle essayait de retenir ses larmes, mais elle n'y parvint pas. La douleur qu'elle avait également cachée déborda là, dans le couloir. Elle s'appuya contre le mur, glissa lentement sur le sol et pleura comme une mère qui sent son fils guérir une blessure qui était aussi la sienne. Dans la chambre, Andrew ferma lentement le cahier, leva les yeux et dit d'une voix tremblante « J'espère que tu m'as entendu, papa, parce qu'aujourd'hui, je t'ai serré dans mes bras avec des mots. » Et il était vrai que la lettre, même sans timbre, était arrivée à bon port, car elle était écrite avec le cœur. Et quand les cœurs parlent, ils trouvent toujours leur chemin. Matteo était assis sur la terrasse du petit appart où il passait ses journées depuis sa suspension. La brise de l'après-midi soufflait sur son visage et ses yeux se perdaient dans le ciel. Il avait un verre de thé dans les mains, mais il ne se souvenait même pas s'il y avait mis du sucre. Il était loin, pensant à tout ce qu'il avait vécu, aux lettres qui continuaient d'arriver, aux mots de Lucie, aux pages qu'Andrew était en train d'écrire. C'est alors que son téléphone portable sonna. Il vit le numéro s'afficher à l'écran et sentit son cœur se serrer. C'était le directeur de l'hôpital. Pendant un instant, il pensa à ne pas répondre, mais sa main agit toute seule. Il appuya sur le bouton vert et porta le téléphone à son oreille. « Bonjour ». À l'autre bout du fil, une voix ferme, mais avec un ton différent de celui habituel. « Docteur Matteo, bonjour. J'espère que vous allez bien. »« Aussi bien que possible, oui », répondit Matteo, essayant de cacher sa tension. Il y eut un bref silence, puis le directeur poursuivit. « Le comité médical s'est réuni. Nous avons rediscuté de votre cas. Maintenant, tout l'hôpital sait ce qui s'est passé. Tout le pays, en fait. Eh bien, les choses ont changé. » Matteo s'installa dans son fauteuil, le cœur battant plus vite. Elles ont changé. Comment ont-elles changé? Parce que le monde ne considère pas cela comme une erreur, Matteo. Il y voit un nouveau départ,
une renaissance, un cas rare mais réel. Et plus que tout, il voit votre vérité, votre courage face aux événements, votre dévouement. L'enfant est en vie et il y a une raison à ça. Le médecin se tut. Il ne savait pas quoi dire, il se contenta d'écouter. Le comité veut tout revoir, veut mieux comprendre, réentendre ton histoire. Mais honnêtement, Matteo, pour la première fois, il ne s'agit pas de blâmer quelqu'un. Il s'agit d'une nouvelle voie et peut-être d'un nouveau rôle pour toi au sein de notre équipe. Matteo sentit une boule dans sa gorge. Ses yeux se remplirent de larmes malgré lui. Il prit une profonde inspiration, passa sa main sur son visage et répondit d'une voix brisée. « Je voulais juste aider, c'est tout. » À l'autre bout du fil, le directeur répondit et aida d'une manière que personne n'avait prévue, mais c'est ainsi que Dieu agit. Il fait en sorte que même nos erreurs poussent en quelqu'un à aller de l'avant. Quand il raccrocha, Matteo resta là, le téléphone encore à la main, regardant le ciel, se sentant léger pour la première fois depuis longtemps. Et en lui, une certitude commença lentement à prendre forme. Peut-être que maintenant, la vie lui ouvrait une nouvelle porte. Les pages du cahier n'étaient plus seulement un exutoire. Chaque mot écrit par Andrew avait plus de puissance, plus de forme, plus de vie. Et un jour, assis à la table de la petite chambre d'hôpital avec Lucie à ses côtés, il parla, les yeux brillants. « Maman, je pense que ça peut aider d'autres personnes. Ce n'est pas seulement mon histoire, c'est une façon de montrer qu'on peut s'en sortir, même quand tout semble perdu. » Lucie lui prit la main et répondit avec un sourire. « Si ça t'a aidé mon fils, ça aidera aussi beaucoup de gens. » C'est là qu'ils ont pris leur décision. Avec le soutien de l'hôpital et de l'équipe médicale elle-même, le journal est devenu un livre. Ils ont apporté les textes à un éditeur local qui a été ému par chaque ligne. Le titre est venu naturellement, 30 secondes avant le miracle. C'était ainsi qu'Andrew se souvenait de tout, dans ces quelques secondes avant de s'évanouir, avant que la douleur ne se transforme en silence, avant ce qui semblait être la fin. Le lancement a été simple, dans une petite salle, mais ce qui s'est passé ensuite était inattendu. En peu de temps, le livre a commencé à être partagé sur les réseaux sociaux. Une fille l'a lu et a raconté l'histoire à la radio. Un prof a distribué des exemplaires dans une école publique et tout à coup, des lettres ont commencé à arriver, beaucoup de lettres. Andrew a reçu des messages d'ados en difficulté qui disaient avoir trouvé de la force dans ces pages. Des jeunes qui avaient pensé abandonner, mais qui avaient changé d'avis après avoir lu comment il s'était battu pour revenir, comment il avait ressenti l'amour de sa mère même dans l'obscurité, comment l'erreur d'un médecin était devenue un coup de chance dans sa vie. Une lettre disait « J'étais sur le point d'abandonner, mais lire ton histoire m'a donné l'impression que je pouvais moi aussi revenir. » Une autre disait « Ton livre m'a fait sortir du lit après des jours. Merci d'exister. » Andrew a lu chacune d'elles les larmes aux yeux. Il les a lues lentement, comme s'il savourait une étreinte. Parfois, il les lisait à haute voix à Lucie, et elle pleurait doucement en disant « Tu vois mon fils, tu es revenu pour une raison plus importante. » Le livre a fait la une des journaux. Il a été mentionné dans les journaux, discuté à la télévision, non pas parce qu'il parlait d'un miracle, mais parce qu'il était réel, humain, parce qu'il était l'amour transformé en mots. Et là, dans le cœur de beaucoup de gens qui étaient sur le point d'abandonner, Andrew a allumé une lumière. Il n'était pas écrivain, il n'était pas célèbre, c'était juste un gars qui avait survécu, mais il avait survécu avec son âme. Et maintenant, avec ce qu'il avait écrit, il aidait les autres à survivre aussi. C'était la nuit, et la pièce était silencieuse. Andrew était assis sur la chaise à côté du lit, le livre fermé sur les genoux. Une douce brise entrait par la fenêtre, et le seul bruit était celui de l'horloge accrochée au mur. Lucie entra lentement, une couverture pliée dans les bras, mais elle s'arrêta à mi-chemin. Elle resta là, à regarder son fils. Son visage avait déjà plus de couleurs, plus de vie, mais il y avait entre eux un espace qui n'avait pas encore été comblé. Un espace fait de culpabilité, de mots restés en suspens, d'un cri qui avait fait plus mal qu'il n'aurait dû. Lucie prit une profonde inspiration, posa la couverture sur la chaise et s'approcha de lui. Elle se tint juste devant lui. Puis, sans dire un mot, elle s'agenouilla lentement. Andrew était surpris. « Maman, qu'est-ce que tu fais ?» Elle lui prit les mains fermement, sincèrement, et dit d'une voix tremblante « Pardonne-moi, mon fils. Pardonne-moi d'avoir insisté pour que tu sortes ce soir-là. Pardonne-moi de ne pas t'avoir écouté quand tu m'as dit que tu étais fatigué. Pardonne-moi de t'avoir envoyé sur cette route sous la pluie, alors que tu souffrais. » Les larmes coulaient sur son visage. « Je voulais juste que tu voies ton père. Je pensais que ce serait la dernière fois, et ça l'a été.
mais je n'aurais jamais imaginé que ce serait presque la tienne. Je porte cette culpabilité depuis ce jour-là, mais je ne peux plus la supporter. » Andrew, les yeux remplis de larmes, se leva doucement de sa chaise, s'agenouilla devant elle et la serra très fort dans ses bras. « Maman, j'ai aussi dit des choses blessantes. Je t'ai fait du mal avec mes mots, et je le regrette chaque jour. J'étais juste en colère, je souffrais et j'étais très triste à cause de papa. Mais ce n'était pas toi que je voulais blesser. » Elle l'a serré dans ses bras à son tour, et ils ont pleuré ensemble comme ils n'avaient jamais pleuré auparavant. Il n'y avait plus de distance, plus de silence, juste cette étreinte qui disait tout. « Je t'aime, maman », a-t-il dit, le visage caché dans son épaule. « Malgré tout, malgré la douleur, malgré les erreurs, je t'aime. » Lucie pleura encore plus, mais cette fois, c'était différent. C'était des larmes de soulagement, de pardon, d'un nouveau départ. La douleur ne disparaît pas en un instant, mais à ce moment-là, ils ont tous les deux franchi une étape très importante. Pardonner et être pardonné. Et parfois, c'est le miracle qui guérit le plus. Matteo est revenu, mais il n'était plus comme avant. Il est revenu différent, plus calme, plus déterminé, plus homme que médecin. Il avait connu une douleur qui ne peut être guérie par la médecine. Il avait dû faire face aux regards, aux questions et surtout au poids d'avoir commis une erreur, même si cette erreur avait sauvé une vie. À l'entrée de l'hôpital, il s'est arrêté un instant. Il a regardé le bâtiment comme s'il le voyait pour la première fois, a pris une profonde inspiration et est entré. Certains employés se sont arrêtés en le voyant passer, d'autres ont esquissé un petit sourire et certains ont incliné la tête en signe de respect pour l'histoire qu'ils connaissaient tous. Matteo ne s'est pas caché. Il a salué chacun d'entre eux d'un geste simple, mais plein de sincérité. Il savait que revenir ici, c'était plus que simplement reprendre le travail. C'était donner un sens à tout ce qu'il avait vécu. Le directeur l'a accueilli d'une poignée de main ferme. « Bienvenue, Matteo. Mais maintenant, tu n'es plus seulement médecin. Tu es le nouveau directeur de l'humanisation de l'hôpital. » Matteo est resté silencieux pendant un moment. Il a senti le poids de son nouveau titre, mais il en a aussi compris la valeur. « Humanisation », a-t-il répété doucement. « C'est ce qui me manquait ce jour-là. » Ce n'était pas la technique, c'était le temps de respirer, de ressentir, de regarder les gens dans les yeux. Maintenant, c'est ce que je veux enseigner. Dans les semaines qui suivirent, Matteo ne prescrivit plus de médicaments. Il recommença à prescrire l'écoute, la compréhension, la présence. Il se rendait dans les chambres des patients, non seulement pour examiner les résultats des analyses, mais aussi pour leur demander comment ils se sentaient vraiment. Il créa des cercles de conversation avec les familles, prolongea les heures de visite pour les enfants, aménagea une salle de pause pour les employés et commença à s'occuper non seulement des corps, mais aussi des âmes. Lucie a été l'une des premières à remarquer ce changement chez lui. Elle sortait d'une consultation avec Andrew lorsqu'ils se sont croisés dans le couloir. « Docteur !» lui a-t-elle dit, avec un sourire plein d'émotion. Matteo s'est approché, sans voix, et elle l'a serré dans ses bras. « Vous avez sauvé mon fils, mais maintenant vous sauvez tant de gens. » Il a souri, les larmes aux yeux. « J'essaie juste de rendre un peu de ce que la vie m'a appris. Cette erreur, ce mauvais clic, la douleur qui l'avait presque détruit. Maintenant, il était un pont, un chemin, une lumière. » Lucie revenait à l'hôpital non plus en tant que mère d'un patient, mais en tant que personne qui avait survécu à la douleur la plus profonde et qui avait quand même choisi d'aimer. Après tout ce qu'elle avait vécu, elle sentait dans son cœur qu'elle avait besoin d'être proche de ceux qui étaient encore dans l'obscurité, car elle connaissait ce silence. Elle savait ce que c'était que de s'asseoir sur une chaise à côté d'un lit et d'attendre jour après jour un signe, un regard, une poignée de main. Elle a commencé doucement, par une visite ici et là. Elle parlait peu, écoutait beaucoup. Parfois, elle entrait simplement dans la chambre, prenait la main de la mère qui pleurait et lui disait avec ses yeux « Je sais ce que tu ressens ». Lucie parcourait les couloirs de l'unité de soins intensifs comme si chaque pas était une prière. Elle portait le livre de son fils sous le bras et quand elle sentait que le moment était venu, elle le tendait avec amour. Ce livre est celui de mon fils. Lui aussi était ici, dans ce silence, et il est revenu. Les mamans, dont beaucoup étaient déjà épuisées, lisaient les premières pages et se mettaient à pleurer. Et là, au milieu de la douleur, quelque chose de nouveau naissait, l'espoir. Lucie ne faisait aucune promesse, elle ne disait pas que tout irait bien. Ce qu'elle offrait, c'était sa présence, son étreinte, sa vérité. « Je sais que vous êtes fatigué, je sais que tu as l'impression que Dieu t'a oublié, mais ce n'est pas le cas. Il agit en silence, parfois, même dans l'erreur. Il fait des miracles. » Lors d'une de ses visites, une mère a serré Lucie si fort dans ses bras qu'elle avait du mal à la lâcher.
C'était une petite femme mince, les yeux creusés à force de pleurer. « J'étais en train d'abandonner, m'a-t-elle dit. Mais après avoir entendu ton histoire, j'ai recommencé à parler à mon fils. Même s'il ne me répond pas, je lui ai repris la main, car tu m'as appris qu'il pouvait entendre. » Lucie a souri, les larmes aux yeux. Oui, il entend et ressent ton amour. Petit à petit, le nom de Lucie a commencé à être connu parmi les familles de l'unité de soins intensifs, non pas comme quelqu'un d'important, mais comme quelqu'un qui comprenait, qui portait la douleur et le réconfort dans son cœur. Elle est devenue le câlin dont beaucoup de mères avaient besoin lorsqu'elles étaient sur le point de s'effondrer. Elle a semé l'amour là où il y avait auparavant la peur. Et dans chaque mot, dans chaque visite, dans chaque silence respectueux, elle a fait fleurir quelque chose qu'aucun médecin ne peut prescrire, la foi. L'auditorium était plein. Des gens de tous âges, des médecins, des étudiants, des familles, des jeunes curieux, des personnes âgées enthousiastes. C'était la présentation officielle du livre 30 secondes avant le miracle. Maintenant dans une édition spéciale avec de nouvelles lettres et de nouvelles histoires. Mais ce soir-là, ce que tout le monde attendait vraiment, c'était d'entendre la voix de quelqu'un qui avait vécu l'impossible. Andrew était en coulisses, un micro dans sa chemise et les mains froides. Il regardait le public à travers le rideau. Lucie était assise au premier rang à côté de Matteo, qui était maintenant plus qu'un médecin. C'était un ami de la famille. Elena était là aussi, serrant un mouchoir entre ses doigts, nerveuse comme si c'était elle qui allait parler. Quand ils ont appelé son nom, Andrew a pris une grande inspiration. Il a marché jusqu'au centre de la scène d'un pas encore lent mais assuré. Le silence était total. Il prit le micro à deux mains, regarda les gens et commença. « Bonsoir, je m'appelle Andrew et je suis mort à l'intérieur, mais l'amour m'a ramené à la vie. » La phrase résonna dans la salle et le silence fut rompu par de petits soupirs discrets. Pendant longtemps, j'ai été prisonnier de moi-même, incapable de parler, incapable de bouger le petit doigt, juste à écouter la voix de ma mère, les prières, le bruit des machines, et je ressentais tout. Je sentais sa peur, sa force, son amour, et ça m'a soutenu même quand tout semblait perdu. Il a fait une pause, s'est passé la main sur les yeux et a continué. Je ne me souviens pas des jours, mais je me souviens de la douleur, du froid, du vide, et je me souviens aussi du moment où j'ai entendu. « Reviens vers moi, mon fils, juste un instant. » C'était comme une corde lancée dans l'obscurité. Je l'ai attrapé et je suis revenu. Il a montré le livre. Voici mes souvenirs, mes souffrances, mais aussi les mains qui m'ont sauvé. Celle du médecin qui a commis une erreur mais est resté. Celle de l'infirmière qui a hésité mais m'a fait confiance. Celle de ma mère qui ne m'a jamais lâché. Il regarda Lucie et sourit, les larmes aux yeux. Si je suis ici aujourd'hui, ce n'est pas seulement parce que j'étais fort, c'est parce que j'étais aimé. Et quand on est aimé, même l'impossible devient possible. Le public est resté silencieux pendant une seconde. Puis, un par un, les gens ont commencé à se lever pour applaudir bruyamment et sincèrement. Lucie se tenait debout, en pleurant, applaudissant de tout son cœur. Matteo s'est essuyé les yeux en silence. Elena souriait comme quelqu'un qui regarde un enfant grandir. Sur cette scène, Andrew n'était plus seulement un survivant. Il était la voix de beaucoup. Il était la réponse pour ceux qui doutent. Il était la lumière pour ceux qui sont dans l'obscurité. Et ce soir-là, l'amour qui avait sauvé une vie a touché encore plus de gens. Après la conférence, après les lettres, après les embrassades d'inconnus qui pleuraient comme s'ils étaient des amis de longue date, Andrew a senti quelque chose de nouveau naître en lui. Ce n'était pas un désir de gloire ou de succès, c'était plus profond. C'était un désir de donner un sens à sa vie, de rendre au monde un peu de ce qu'il avait reçu. Un après-midi, assis sur la terrasse de sa maison, son ordinateur portable sur les genoux et le soleil réchauffant ses pieds, il a regardé Lucie et lui a dit calmement « Maman, je crois que je sais ce que je veux faire de ma vie. » Elle s'est retournée, surprise et souriante. « Vraiment, mon amour, qu'est-ce que c'est ?» a-t-elle répondu en regardant l'horizon. « Je veux étudier. Je veux comprendre la douleur que personne ne voit. Je veux aider ceux qui sont prisonniers à l'intérieur comme je l'étais, car seuls ceux qui ont vécu cela savent ce que l'on ressent. » Lucie resta silencieuse un instant, puis elle posa sa main sur sa poitrine avec enthousiasme et dit doucement « Tu vas être le meilleur, car tu n'as pas appris dans les livres, tu as appris avec ton âme. » Andrew sourit, et dans ce sourire, il y avait la paix. Dans les mois qui suivirent, il commença à se préparer. Il étudiait l'après-midi et lisait la nuit. Il entra à l'université avec le même cahier dans lequel il avait tout noté. Il le portait comme un symbole, comme un rappel de ses origines. En classe, lorsque les professeurs parlaient de douleur, de traumatisme, de silence,
Il savait exactement ce que ces mots signifiaient, non pas en termes difficiles, mais en souvenirs vivaces. Dans ses conversations avec ses camarades de classe, il racontait son histoire avec soin, en toute sincérité. Et beaucoup lui ont dit « Quand tu parles, on t'écoute vraiment. On dirait que tu parles avec ton cœur. » Et il répondait « C'est mon cœur qui m'a sauvé. » Andrew ne voulait pas seulement comprendre les esprits, il voulait toucher les âmes, montrer à chaque personne qui se sentait seule, qui pensait que personne ne l'écoutait, que la lumière peut aussi naître de l'obscurité, car il en était la preuve. Et ainsi, petit à petit, cette nouvelle vocation est devenue sa mission. Andrew ne recommençait pas seulement sa propre vie, il aidait les autres à ne pas mettre fin à la leur. Le temps a passé, mais de belles traces sont restées à jamais. Matteo a continué à travailler à l'hôpital, désormais en tant que directeur de l'humanisation. Et il a également participé à des projets sociaux avec des enfants vivant dans des refuges, dont beaucoup étaient malades ou seuls. Il leur rendait souvent visite, leur racontait des histoires. Lors d'une de ces visites, il a vu un garçon assis dans un coin de la pièce, regardant par la fenêtre en silence. Il s'appelait Santiago. Il avait 7 ans et avait un regard triste, le genre de regard qui en dit plus long que n'importe quel mot. Matteo s'est assis à côté de lui. « Bonjour Santiago, tout va bien ?» Le garçon a juste haussé les épaules, mais ce n'était pas par impolitesse. C'était juste trop de tristesse pour un si petit cœur. Tu sais, moi aussi j'étais très silencieux quand tout me semblait dénué de sens. Mais parfois, quand on s'y attend le moins, quelque chose de bien arrive, lui a dit Matteo en le regardant avec affection. À partir de ce jour, Matteo a commencé à revenir régulièrement, et Santiago s'est peu à peu ouvert, d'abord avec des sourires timides, puis avec des questions, et bientôt avec des câlins. Ils ont formé un lien qui allait au-delà de l'amitié. C'était quelque chose de profond, comme si le destin les avait cousus ensemble, point par point, sans précipitation. Un soir, Matteo est arrivé au refuge avec un cadeau emballé, une simple petite voiture, mais cela a fait sourire Santiago comme jamais auparavant. En la lui tendant, accroupi devant l'enfant, Matteo a entendu pour la première fois les mots qui ont tout changé. « Merci papa. » Le temps s'est arrêté. Matteo a senti le monde tourner lentement. Ses yeux se sont remplis de larmes, sa gorge s'est serrée, et là, devant cet enfant fragile, il est tombé à genoux et a pleuré. Il a pleuré comme jamais auparavant, comme si ce papa avait comblé tout le vide en lui. Quelques jours plus tard, il a déposé la demande d'adoption, et la réponse positive n'a pas tardé à arriver. Matteo a préparé une chambre simple avec des dessins sur les murs et le nom Santiago écrit en lettres colorées. Il a acheté des jouets, des jeux et une petite table d'études. Mais surtout, il a préparé son cœur, car il savait désormais ce que c'était que d'être appelé papa, et ça a tout changé. Santiago a apporté de la lumière dans la maison, un nouveau rire, une raison de plus de vivre. Et souvent, Matteo regardait son fils endormi et se souvenait d'Andrew, se souvenait de Lucy, de chaque larme, de chaque peur, de chaque nouveau départ. Et il souriait parce que maintenant, avec un simple papa, la vie avait accompli un autre miracle. Le livre d'Andrew, 30 Seconds Before the Miracle, n'était plus seulement un livre. C'était une étreinte sur papier, un souffle de foi, un réconfort pour ceux qui étaient sur le point d'abandonner. Au début, il pensait qu'il n'y aurait que quelques exemplaires, peut-être lus par des membres de la famille, par des gens de la ville. Mais les mots ont touché plus profondément. Ils ont touché le monde entier. En peu de temps, le livre a été traduit dans d'autres langues, l'anglais, le français, l'italien, et chaque traduction portait la même essence. Un cœur qui battait à nouveau, non seulement grâce à la médecine, mais aussi grâce à l'amour, grâce à des gestes, grâce au courage de ne pas abandonner. Des messages sont arrivés de loin. Un père en Argentine a dit qu'il avait lu tout le livre en une matinée et qu'il avait décidé de rendre à nouveau visite à sa fille dans le coma. Une femme en Italie, veuve et déprimée, a dit qu'elle avait retrouvé le sourire après avoir lu les mots d'Andrew. Un groupe de jeunes au Portugal a créé un club de lecture juste pour parler du livre et a fini par écrire des lettres de soutien aux patients hospitalisés. Ces mots avaient traversé les frontières, apaisant des douleurs dont ils n'avaient même pas conscience. Mais toutes ces souffrances étaient en quelque sorte similaires aux siennes. Lucie observait tout cela les larmes aux yeux. Parfois, elle serrait le livre contre sa poitrine et disait à voix basse « Ce livre a sauvé mon fils, et maintenant, il sauve tant de gens. » Matteo, enthousiaste, a acheté des dizaines d'exemplaires pour les distribuer à l'hôpital. Elena lisait des passages à voix haute à des patients inconscients. Et Andrew continuait à écrire tranquillement, calmement, avec son âme. Puis le jour du lancement de l'édition spéciale est arrivé.
avec les nouveaux chapitres. Andrew est resté silencieux pendant quelques minutes avant d'écrire la dernière phrase. Puis, il a pris le cahier original où tout avait commencé et l'a recopié lentement en grosses lettres, comme s'il dessinait chaque mot. Ce n'était pas une erreur, c'était Dieu déguisé en distraction. C'était la fin et le début de tout.